mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le sénateur Joseph Lambert annonce qu'il passe dans l'opposition. L'élu du Sud-Est a mal digéré la décision du président de nommer un autre Premier ministre alors qu'il était sur la liste. De nouvelles séances plénières seront organisées au niveau de la Chambre basse. Le président de la Chambre, Garibodo, annonce la poursuite de la séance consacrée à l'analyse de la demande de mise en accusation du chef de l'État pour le 21 août et le début de la séance de ratification de la politique générale du Premier ministre nommé Fritz William Michel le 23 août. La rentrée des classes est fixée au lundi 9 septembre 2019. Des parents se plaignent de l'insécurité qui sévit actuellement dans plusieurs endroits de la capitale. Ils demandent à la police d'assumer ses responsabilités. Le sénateur Joseph Lambert, chef du parti Conal, allié du PHTK, annonce qu'il prend ses distances vis-à-vis du chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse. C'est le refus du président de nommer M. Lambert au poste de Premier ministre qui a mis le feu aux poudres. M. Lambert explique qu'il bénéficiait de l'appui de la majorité des parlementaires lors des consultations préalables à la nomination. Il reproche au chef de l'État de l'avoir écarté de manière inélégante. Il m'a écarté de la primature sans m'avertir, regrette le sénateur Lambert, soulignant l'importance qu'il accorde à son honneur et à sa dignité. L'ex-président du Sénat rejette l'argumentaire du chef de l'État, laissant croire que la société civile s'opposait à sa nomination. De l'avis de M. Lambert, le président a prouvé qu'il n'a pas confiance en lui en dépit de son implication dans son combat politique. Réagissant à cette méfiance, M. Lambert assure qu'il a toujours fait montre de loyauté tout en étant un stratège politique. Il m'a craché dessus à 2 reprises, se plaint M. Lambert, faisant référence au refus de sa nomination. Lambert prévient qu'il ne supportera pas William Michel pour accéder à la primature. Je voterai contre M. Michel afin de prouver mon opposition à la stratégie politique de M. Moïse. Je rejoins l'opposition, une opposition éclairée et constructive, dit-il. Interrogé sur une possible réconciliation, le sénateur Lambert explique qu'il n'entend plus devenir le Premier ministre de M. Moïse. Après une période de léthargie, la Chambre des députés semble vouloir avancer au pas de charge en dépit de la période des fêtes patronales. Le président de la Chambre des députés, Garibodo, annonce la poursuite de la séance consacrée à l'analyse de la demande de mise en accusation du chef de l'État pour le 21 août et le début de la séance de ratification de la politique générale du Premier ministre nommé Fritz William Michel pour le 23 août. Ces programmations sont conformes aux opinions émises par des députés de la majorité. Le président de la Chambre table sur la finalisation du rapport de la commission spéciale avant le 23 août. Ces prévisions sont conformes aux projections du président de cette commission spéciale chargée d'analyser les dossiers du Premier ministre et des ministres. Hermano Exinor avait estimé que le dépôt du rapport pourrait intervenir dans les 48 heures après la transmission d'un second rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. En ce qui a trait à la séance consacrée à la demande de mise en accusation du chef de l'État, elle avait avorté en raison des perturbations provoquées par les députés de l'opposition. Lors de la deuxième tentative, le quorum fragile avait été infirmé par certains élus. Le président de la Chambre des députés avait exigé que des dispositions sécuritaires spéciales soient adoptées afin que les législateurs puissent avoir accès
au palais législatif. Outre des groupes armés qui s'affrontent quotidiennement au bicentenaire, des manifestants avaient pris position dans les parages mêmes du Parlement. La semaine écoulée, le juriste Montferrier d'Orval avait alerté sur un vice de forme dans le processus de mise en accusation. Il avait attiré l'attention sur l'absence d'une loi d'application pouvant organiser la procédure de la Haute Cour de justice prévue dans la Constitution. Dans le secteur des produits pétroliers, plusieurs spécialistes redoutent une pénurie dans les prochains jours. Les autorités haïtiennes, après maintes alertes, ont annoncé le versement de 2 milliards de gourdes de dettes aux compagnies pétrolières. Le ministre des Finances a confirmé la transaction qui représente 50% des dettes accumulées par l'État en raison de la subvention des produits pétroliers. Le ministre Ronald Décembre a confié au journal Le Nouvelliste que la direction du Trésor a été autorisée à effectuer des versements afin de mettre un terme aux problèmes de trésorerie des compagnies pétrolières. Les ressources devraient permettre aux compagnies de placer à nouveau des commandes sur le marché international. Des spécialistes ont révélé que les compagnies s'évertuent à gérer les stocks pour éviter une pénurie de carburant. Le gouvernement refuse d'envisager la fin de la subvention sur les hydrocarbures, tandis que les compagnies pétrolières assurent que c'est la seule solution viable. Récemment, les autorités avaient mis un terme au monopole du Bureau de monétisation de l'aide publique au développement, BMPAD, en ce qui a trait à l'importation des hydrocarbures. Au cours des derniers jours, des séances de travail ont eu lieu entre le ministre des Finances et plusieurs opérateurs du secteur. Il est évident que le paiement des 4 milliards de gourdes d'arriérés s'avère une condition sine qua non pour garantir la sérénité dans ce secteur. L'alerte à la pénurie intervient à moins de 2 semaines de la rentrée scolaire. L'armée d'Haïti se renforce. 5 officiers, 23 aspirants sous-officiers et 248 soldats viennent d'intégrer l'institution. Suivez cette interview du ministre de la Défense, Enoch Joseph, par notre collaborateur Rodolphe Pierre-Louis. Avant mon arrivée ici, comme vous le saviez, on a eu des recrutements. Mon prédécesseur avait fait de concert avec l'état-major, où il a commencé le recrutement. Malheureusement, il semblerait que le Parlement pas tellement d'accord avec la façon dont il était procédé parce que pas de gain au état-major en place à l'époque. Donc, l'Emvini, heureusement, l'état-major a été en place, mais reprendre le recrutement et des inscrits qui étaient là depuis sous prédécesseur, nous tenu compte de ça et nous faire recrutement nouveaux inscrits et anciens qui étaient là. Nous gardons, nous faisons examen pour eux, complémentaires, et normalement, comme on connaît, c'est l'armée. Il faut nous faire des examens médicaux et pour eux tout, et nous faire passer tout examen pour faire, intellectuel, examen médical et autres. Et c'est là-dedans nous sélectionner des centaines. Et nous avons moins de 250. Bon, à l'origine, c'était 200, 300. Malheureusement, nous n'avons pas assez d'espace pour contenir tout ça. Nous avons fait par étapes. Par étape, en formation militaire de base, le principe individuel de base militaire que les Mexicains ont relève, et ça varie du pays en pays, il varie entre 8 et 12 semaines. Et bon, les Mexicains ont fait une première partie des 8 semaines, et puis avec ça, les instructeurs haïtiens continuent, font formation pour eux, presque 5 autres mois encore, comme moi depuis janvier. Yo dans le centre, ils sont sortis là en juillet. Donc nous-mêmes nous prévoyons, nous faire contrat pour eux là, pour toucher même et même dans le même budget, quand on parle des budgets, et jusqu'à fin exercice fiscal là. On prévoit, l'objectif c'était pour ça, de recevoir 1000, et j'étais d'accord avec le président républicain, nous mettons 1000 soldats en fin exercice fiscal là, c'est peut-être ça nous arranger dans le budget pour le fait. Et malheureusement, blocage, problèmes politiques et autres,
sorti fonds. Bon, nous gagnons des problèmes au niveau budgétaire aussi pour le pays en général. Et il y a une difficulté dans le ministère des Finances pour faire sortir fonds, et puis le pays a tout pas tellement entré tout. Donc, qui fait, nous, pas encore attendre. Mais jusqu'à présent, c'est possible, parce qu'on avait prévu, depuis au mois de juin, mai-juin, on l'autre promotion de 300 encore, et pour nous atteindre l'objectif là, on fait année fiscale là. Effectivement, c'est un problème criant pour le pays, un problème d'insécurité. Donc, comme on connaît, c'est la Constitution qui dit, et la Constitution prévoit des forces publiques. Il y a la police et l'armée. Et il y a une attribution, chaque dans eux-mêmes. L'armée a normalement, et il est là pour lui, les attributions par là. Et nous-mêmes, nous parlons d'insécurité. Bon, insécurité, c'est un problème de sécurité publique. Il revient beaucoup plus à la police pour qui est capable d'essayer de mater le problème d'insécurité. Mais que dans des pays, ils ont toujours fait l'armée en support avec la police, même là en République dominicaine, nous connaissons une police militaire, capable une unité spéciale à l'intérieur de l'institution militaire, qui est capable en support à la police, mais c'est au besoin. Au besoin, c'est-à-dire, c'est le président de la République, mais le pays, l'État, qui est capable de faire appel à l'armée en cas exceptionnel. Mais pour la sécurité générale, la sécurité publique, c'est la police qui gagne responsabilité pour faire ça. Monsieur le ministre, il y a un sénateur Yoel Latortue qui fait connaître que l'armée a pas fonctionné dans un cadre réglementaire. Donc c'est un fonctionnement anarchique. Sur question ça, qui sont capables. C'est vrai, j'entendais avec un peu l'attention le sénateur Latortue. Et son monde qui est Fomdo, qui est très pro l'armée, qui travaille en pile depuis le commencement, depuis le élu première fois, il tape toujours, il tape bataille pour retour à l'armée. C'est vrai, me poser une question pareille, il dit non seulement c'est 3 semaines officiers au fait, et puis l'armée n'a pas fonctionné dans le cadre, pas de règlement généraux. Je ne vais pas rentrer dans la polémique à sénateur Latortue. Je ne connais pas si ça passé sénateur Latortue. C'est vrai que je connais le sénateur Latortue qui a une divergence avec quelques membres, quelques monde dans l'armée à l'état-major. Mais ça me rappelle, le sénateur Latortue a commencé le travail avec le président de la République là, sous mise en place de l'état-major. Ça comme nous, l'État défendu en pile. Et le sénateur Latortue connaît et il y a 3 types d'officiers, bon, plusieurs même. Il y a un officier cadre, jeune TIA, qui est dans l'académie militaire, nous formé entre 1 an et demi et 3 ans. On a regardé dans le livre Daniel Supplice écrit sur personnalité, il parlait de l'armée là-dedans. On a regardé des promotions qui ont sorti, ils ont passé entre 1 an et demi et 3 ans. Et le sénateur Latortue connaît tout, il y a des professionnels qui viennent dans l'armée. Par exemple, dans CAPAM, nous sommes médecins de formation. Si moi t'avais dans la jeunesse pour entrer dans l'armée, moi j'ai un bac plus 7 et que moi t'ai parlé dans l'armée, tu as considéré en tant que professionnel, j'ai un temps entre 3 et 6 mois pour apprendre quelques mouvements, comment tirer, et comment saluer et tout. C'est entre 3 et 6 mois, l'académie militaire, ils ont fait ça. Et il y a un autre type de cadre, par exemple, dans le cas, et sénateur M. Dou qui est formé comme ça, les officiers de ligne. Officiers professionnels, ça, c'est eux-mêmes nous former, par exemple, 15 officiers qui sont gradués ça, au Mexique, qui prend 2 formations. Formation Mexique qui prend 6 semaines, et depuis ils sont rentrés, commençant en janvier, qui ont gradué en juillet, ils prennent formation, ils ont fait 4 mois, 2 mois suivis dans base Anacarona, et ensuite, avec des formations continues, presque 7 mois là, ils prennent formation. C'est eux-mêmes qui graduent là. Et deuxième type d'officiers nous gagnons là, c'est des officiers qui sont formés en Équateur, qui 2 types tout, des professionnels du corps du génie, et puis des officiers des lignes infanterie. Officiers ça retour, ils sont formés pendant 4 ans en Équateur. C'est eux-mêmes qui sont entrés là, dans l'armée. C'est eux-mêmes aussi qui sont gradués là. Bon, ça étonné pour le sénateur a dit, bon, peut-être qu'il n'est pas informé, c'est 3 semaines. Bon, c'est impossible qu'il y ait une formation durée. En ce qui a trait à la question des règlements généraux, le sénateur Latortue venu après la Constitution 87 là, a été intégré dans l'armée. Nous connaissons après la Constitution 87 là, vient gagner un nouveau règlement généraux qui est écrit sous le général Nanfi et pour l'armée. C'est avec le règlement ça, le sénateur a nous dit intégrer l'armée.
Et c'est lui-même qui est en vigueur, puisque le Parlement peut que jamais changer, il vient après la Constitution. Hein. Donc, un règlement général en vigueur. C'est à partir du règlement ça, l'état-major a formé, et le règlement ça a tout que l'armée a fonctionné. Le sénateur a dit moins, qu'oulia, nous sommes capables de mettre la jour par rapport avec on dit conjoncture nouvelle et c'est ça le ministère a fait même pour loi organique ministère là et pour règlement de l'armée il y a des équipes qui travaillent et pour présenter il y a une tentative qui est faite même sous prédécesseur pour aller pour voter et on nouveau règlement général mais l'armée a fonctionné sous règlement général septembre 87 que général Nanfi a fait et que c'est sous lui tout sénateur et militaire ou bien dans l'armée était officier justement et quitter l'armée. Donc ça illégal, l'armée illégale a fonctionné à partir parce que c'est pas une loi qui a placé. Puisque c'est pas une autre loi qui a placé, le règlement ça est en vigueur. C'est bientôt la fin des vacances d'été. La rentrée des classes est l'un des sujets d'actualité les plus commentés. Les écoles seront-elles prêtes? Les livres et manuels scolaires seront-ils délivrés à temps? Au milieu de toute cette agitation, les couturiers de la capitale s'efforcent de répondre aux nombreuses commandes. Les uniformes scolaires doivent être prêts pour le 9 septembre. L'activité bat son plein dans le centre-ville. Jérémy Tillon est allé à la rencontre de certains couturiers. Suivez ce reportage. La rentrée scolaire est prévue le 9 septembre. Les couturiers de la capitale en sont bien conscients et c'est pour cette raison que cette profession est prise d'assaut à chaque rentrée des classes. Privé ou public, chaque établissement propose différents types d'uniformes indispensables pour accéder aux cours. Nous rencontrons dans un premier temps Patrick et Alain, deux tailleurs qui officient depuis 1988. C'est un centre professionnel d'apprendre dans Delma 4, ça veut dire l'école ça a été fondée sur Esténo Vincent. Et puis, on a passé 4 ans là-dedans. Mais on était diplômé en 88. En 30 ans, les deux associés en ont vu du changement dans la profession. Pourquoi ont-ils choisi ce métier? Pour quelles raisons préfèrent-ils travailler dans un atelier plutôt que dans une usine? Patiemment, Patrick nous explique son parcours. Bon, première fois, pour me aller côté ça, c'est une factory d'aller, les factory bon, on n'a pas parlé langue blanche. Ça c'est atelier par ici. Nous atelier avec bon ça. Oui, parce que lui qui était enseigné dit que Ahmed Vinna m'a cap dégagé ensemble avec lui, même que dans un an là, ça nous fait mais ça veut dire si tu as des monde qui a porté uniforme là, l'école là t'a oui. Oh, on va gagner côté, voilà gagner. Monde t'a vinn jouer pour rad, à pas balle rad li et l'autre a dit demain si on va ah, qu'on a tête va venir formal, ou t'a pour quitter là. Tellement longtemps c'était bon et qu'on y a pas rien. Effectivement, les prix ne sont plus les mêmes. Les matières premières sont devenues plus chères alors que le pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Au contraire, la facture peut varier du simple au double selon les demandes du client. Les gens viennent faire le plus cher parce que mon longtemps on a fait chemise pour 15 gouttes. En 86, on a fait pour 15 gouttes, pantalon on fait le plus cher pour 20 gouttes. Mais quand on a fait pantalon long, on a fait 500 gouttes. Petit bout de pantalon, cabine 500 gouttes là, tout mais côté et $150 fait pantalon long. Ça veut dire qu'on a vu pas un petit monde, grand monde presque fait tout même prix. L'état bancaire de ça. Là, on a un cap coup là et bon là il y a coup. Il a fait des réparations. Vous comprenez? On va pas faire. L'état si l'état est encadré. Après cette visite avec le boss Patrick, eh bien moi je vous propose d'aller entendre un autre son de cloche parce que justement dans cette rue il y a énormément de couturiers et comme je vous le disais qui mettent les bouchées doubles pour finir les commandes. Allez, on va les voir. Luca est tailleur dans la rue depuis 1986. Ce métier, c'est toute sa vie. Au début, je faisais classe petit, je m'apprends tailler, même pas professionnel. Mais là, je travaille dans la factory, même pas faire couture, je ne suis pas pour me faire. Là, en Haïti, factory sans y associer pour me faire éducation petite. Un problème, le travail que je vais faire, tarif là, je ne peux pas faire et pas de
Et j'ai 3 petites. Quand je vais faire éducation petite moi pour me travailler dans la factory, pour me manger, pour me sembler pour me faire économie. Grâce à ça, il a pu payer la scolarité de ses enfants, louer une maison et assumer ses achats au quotidien. Je suis là. Je ne vais pas payer une salle, une caille, qui cause qui. Il faut que mon avantage par le tout. On fait un petit prix pour mon ça cap essayer comprendre tout. Mais c'est pas une grande chose. Mais en effet que nous vivons sous lui. Parce que si nous ne vivons sous lui, nous n'avons pas de résistance tout nombre de temps ça me fait ma faire. D'ailleurs m'a fait depuis 1987. Plutôt optimiste sur les conditions dans lesquelles il évolue, il se refuse en revanche à répondre catégoriquement lorsqu'on aborde la question du prix. Je ne sais pas comment moun bam code. Travailler comment dire et faire bien, moun satisfait son faire la mener l'autre moun ba. Alors comme vous avez pu vous en rendre compte, eh bien effectivement les tailleurs sont à pied d'œuvre pour nous rendre nos uniformes à l'heure, c'est-à-dire le 9 septembre. Effectivement, vous avez pu le voir, certains sont dans des ateliers, d'autres sont dans la rue, mais en tout cas, le 9 septembre, pour eux, c'est la deadline qu'il faudra respecter. C'était Jérémy Thion pour Télémétropole. Le responsable de l'Union de parents d'élèves progressistes d'Haïti, Léo Lutoli, condamne le climat d'insécurité qui règne à l'entrée sud de la capitale haïtienne et notamment à Martissant. Une situation qui a des conséquences lourdes sur les écoles qui fonctionnent dans ces quartiers. En conférence de presse ce mardi, il appelle les autorités à prendre des mesures rapidement afin de faciliter la réouverture des classes dans ces zones. Il ne peut pas condamner le comportement président Jovenel Moïse avec tout faux docteur qui avait le palais national comme consultant qui dit l'école après l'ouvrir le 9 septembre 2019 alors que parents et élèves Matissant, Grand Ravine, Village des Dieux, La Saline, Marchand des Salines, Carrefour Gressier, Léogade Merger pour ne citer ça seulement, la guerre en bas bandit, en bas négamé. Puis il faut l'école dans la zone ça déjà fermé porte yo. Et là nous entendez déclaration porte-parole CNDDR là, monsieur Jean Rebel do Sénat qui dit c'est 11 moun qui bay une série de jeunes dans quartier populaire yo, zam ak cartouche pour terroriser la population. Et dans le monde, il y a des nègres dans le palais national, des gens dans le parlement, des leaders politiques, des hommes d'affaires. Ça qui voulait montrer, si le pouvoir voulait l'école rouvrir le 9 septembre 2019, là, il faut lui prendre disposition, retirer les armes dans les jeunes, mettre les livres dans les mains, créer des conditions de sécurité dans la zone. Parce que journée aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent faire Matissant, qui peuvent traverser Matissant, ou bien qui sauter Matissant. Mon cher, c'est là où il la connaît. Donc, si c'est zone, les nègres qui vont les armes dans le pays, que les responsabilités, retirer les armes dans les jeunes, mettre les livres pour la vie. Qu'à reprendre, parce que les jeunes nous ont dit là, hier nous faisons enquête dans la zone Matissant. 98% de l'école déjà fermé porte parce que yo recevoir enveloppe non mais négamé bandi mandé $3,000 $4,000 et yo mandé pas parler et sans ça l'école yo pas fonctionner. Donc ça veut dire que l'état prend responsabilité surtout yo gon programme yo dit subvention manuel scolaire qui beaucoup gens matériel. Et l'un qu'on est plus fort libéré subventionné chaque année, plus fort passer dans une école. Donc, nous-mêmes, nos parents, nous avons l'État vraiment. Pour responsabilité dans la zone, 5 départements ça livré par Mounazab pour rétablir la sécurité dans le pays, à partir de la zone ça pour l'école, car refonctionner et la vie reprendre dans la zone. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.